et dans le premier bloc, il parle surtout de sa surprise un peu de voir McLaren si fort, mais en même temps, parce qu'il est un petit peu déçu de voir qu'il est rendu dans le milieu du peloton et non plus en tête. On écoute ce qui s'est passé cet après-midi. Jacques, si on commençait d'abord par les images que nous venons de voir, ce sont des images qui, bien sûr, nous ont rappelé deux grandes célébrations vraiment euphoriques à Montréal. D'abord, celle du Centre Molson en après-midi et par la suite, l'ovation avant le match de hockey du Canadien. Avec un peu de recul, comment ces émotions, comment ces témoignages ont-ils pris place dans tes souvenirs? C'était quelque chose de très fort. Je ne m'attendais pas quelque chose d'aussi puissant. Quand je suis arrivé à Montréal, je savais que ça allait être spécial, surtout après le championnat. C'était un petit peu fou à l'aéroport déjà, mais ensuite, quand je suis arrivé au centre, là-bas, il y avait vraiment beaucoup de monde et c'est pas quelque chose qui arrive souvent. J'étais surpris, ça m'a fait chaud au cœur de voir que les gens réagissaient comme ça. Jacques, évidemment, cette saison, c'est un petit peu différent. Le contexte est différent. En F1, ça tourne et je pense que personne ne s'attend à ce qu'en F1, une équipe, une écurie, un pilote puisse constamment rester au sommet. Donc, la pente est un peu plus difficile à remonter, mais il y a de l'espoir, parce que l'espoir nous a été donné par ces tests à Monza, par ce que tu disais hier à David Letterman. Finalement, tout l'arrière de la voiture, presque la moitié arrière, est différente. Est-ce qu'on peut déjà lire dans tes propos d'hier qu'il y a beaucoup d'espoir pour le week-end? Il y a beaucoup d'espoir. Ça faisait un moment qu'on attendait ces améliorations sur la voiture, ces changements. On avait essayé un train arrière différent, celui de l'année dernière à Jerez pendant les essais. Ça, c'était avant le Grand Prix d'Imola. Et finalement, pour Montréal, on a un nouveau train arrière. Et lors des essais, ça fonctionnait très bien. J'espère que ce ne soit pas des faux espoirs, mais bon, ça nous a fait du bien de finalement pouvoir faire un essai, d'être plus rapide que Michael et de ne pas être loin des McLaren. Est-ce que Monza, Jacques, c'était le bon circuit pour avoir une idée de l'amélioration? Par rapport à Montréal, oui, parce que Monza, comme Montréal, c'est une piste où on utilise peu d'ailerons, peu d'aérodynamique, où il y a des gros freinages avec des chicanes. Donc, pour Montréal, c'était la piste la plus adaptée. Bon, ben Jacques, écoute, l'introduction est faite, la glace est brisée. Je laisse maintenant à tous mes collègues et nos collègues dans la salle. Je vous rappelle, il y a 4 microphones qui seront distribués un peu partout. Alors, je vous demanderai de tout de suite lever votre main. Nous allons distribuer les microphones. Je vous demande aussi de bien vous faire voir, parce qu'avec les réflecteurs ici, on a un petit peu de difficulté à bien saisir les demandes de tout le monde. Jacques, jusqu'à quel point la domination des McLaren vous a pris par surprise et jusqu'à quel point c'est frustrant pour toi en tant que champion en titre? Toute l'équipe a été surprise par le niveau de compétitivité de McLaren. On savait après les essais hivernaux qu'ils étaient compétitifs, mais de notre côté, on se disait on ne doit pas être si loin que ça, on va pouvoir se battre. Et en fait, on est arrivé à la première course et on s'est pris une grosse claque. Mais de toute façon, à la première course, on a complètement raté nos réglages sur la voiture, donc on se disait ça va sûrement aller mieux les prochaines courses. Et à partir de la course suivante, non seulement McLaren nous écrasait, mais Michael et Ferrari étaient loin devant nous aussi. Et c'est là qu'on a commencé à se dire que peut-être qu'il nous manquait quelque chose. Salut Jacques, Claude Lavoie de CKVL Sport. C'est une question qui t'a été posée en anglais tantôt lors de l'obtention de votre titre d'athlète masculin par excellence au Canada. Larry Walker avait dit qu'il avait été battu par une machine et non pas par un homme. Comment avez-vous réagi à ces propos-là? Ça m'a fait rire qu'il réagisse comme ça et que, en fait, que ça lui amène une indigestion. Moi, si j'avais perdu face à lui, j'aurais été content pour lui. C'est vrai qu'il y a une machine entre moi et le circuit, mais c'est quand même un sport. C'est quand même un sport parce qu'il faut s'entraîner plus de 2 heures par jour si on ne pilote pas. Les courses sont quand même longues, c'est à peu près 2 heures, c'est mental, c'est physique, donc c'est complet. Si on prend du ski, par exemple, il y a aussi des skis entre la neige et le skieur et ça a une grosse influence. Souvent, de très bons skieurs sont plus capables de faire des bons résultats parce qu'ils n'ont pas la bonne paire de skis. Et donc, dans tous les sports, il y a toujours un petit quelque chose qu'on retrouve qui va aider ou qui va rendre la vie plus difficile. Bon, je ne sais pas s'il y avait peut-être un peu de jalousie ou quelque chose, mais bon, c'est pas quelque chose sur lequel je me serais attardé moi-même. Merci. On va maintenant complètement à droite. Jacques, au fond, là-bas. Ici. Bonjour. Jacques, on a vu ici, en tout cas au Québec, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière une carrière, travail en coulisses, dans l'ombre, à apprendre à piloter du karting en montant. Mais nous, ce qu'on a vu ici au Québec, en Atlantique, c'est des succès fracassants en partant. Même chose en Indy, en 2 ans, le championnat.
Même chose en Formule 1, le championnat presque la première année, le championnat la deuxième. Combien de temps Jacques Villeneuve peut-il vivre avec la situation présente de ne pas pouvoir performer comme il nous a habitués? Est-ce que Jacques Villeneuve est le genre à travailler avec l'écurie pendant quelques années s'il le faut pour redévelopper un modèle d'automobile performant, ou si c'est un gars trop pressé et trop performant pour rester et travailler là, sur les problèmes plutôt que de céder à la tentation de passer avec une autre écurie? Déjà, c'est pas une fausse note qui va me faire abandonner. Faut serrer les coudes. J'ai mon contrat jusqu'à la fin de l'année. Et tant que je suis sous ce contrat-là, je vais donner le maximum de moi-même, justement, pour revenir de l'avant. Qu'on décide de faire quelque chose, il faut la faire bien, sinon c'est pas la peine de la faire. Mais c'est sûr que si après on a le choix d'aller dans plusieurs écuries, il faut choisir avec laquelle on va travailler le mieux, avec laquelle on va le mieux se sentir, avec laquelle on risque d'avoir les meilleurs résultats. Puis il y a plein d'autres choses qui rentrent dans un contrat aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus se forcer à aller dans une mauvaise équipe. Par exemple, une équipe de deuxième plan, juste pour se dire, ah, tiens, on va se mettre un petit challenge. Le challenge, c'est aussi de gagner. Et faut quand même prendre les bonnes décisions pour sa carrière. Williams est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a quand même réagi. Maintenant, on a un nouveau train arrière. On devrait pouvoir se battre. Donc maintenant, ça va dépendre aussi du travail qui va être fait pour la fin de cette saison et pour l'année prochaine. Aimeriez-vous connaître l'opinion de Jacques Villeneuve sur la Série Kart et en particulier sur l'accident de Patrick Carpentier avec Michael Andretti en fin de semaine? Restez avec nous, on va vous le dire immédiatement après la pause. Avec les sons gagnants Molson Dry et Molson High Dry, vous pourriez gagner une des 3 New Beetle. Un des 10 voyages au Grand Prix d'Italie. Un des 25 téléviseurs 51 pouces. Ou l'un des 5000 autres prix Molson Dry et Molson High Dry. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Carte de jeu disponible au brasserie Molson. Le train pour Québec est retardé. Pringles. Quand on croque, on craque. Hey, bienvenue à la Télémax Mania tout l'été. Profitez du maximum de la télé sans décodeur avec Télémax. Vous pourriez gagner une montre Télémax Mania tous les jours ou une New Beetle Télémax tous les mois. C'est facile, vous n'avez rien à faire. Seulement être abonné à Télémax et profiter du meilleur de la télé tout l'été. La Télémax Mania pour passer un été fou. Télémax, le maximum de la télé sans décodeur. À Paris et son tournoi du Grand Chelem. Voyez les plus grands noms du circuit réunis sur la terre battue du stade Roland-Garros. Laissez-vous imprégner par la chaleur des partisans français. Tombez en amour avec une ville qui accueille non seulement les top modèles du monde entier, mais aussi les légendes incontestées du tennis. Alors préparez le café au lait et mettez les croissants au four pour la présentation des demi-finales féminines. Demain, 9h à RDS. Est-ce que Jacques Villeneuve est encore superstitieux? Est-ce que son avenir passe par Greg Pollock l'an prochain? Il va tout nous dire immédiatement. Oui, bonjour Jacques-Robert Dubois. L'année dernière, à cette même conférence, on vous avait demandé si vous étiez superstitieux. Vous avez répondu non. Le magazine britannique F1 Racing rapportait hier que dès Melbourne, vous avez fait installer des porte-bonheur à l'intérieur de votre habitacle. Il y en a un qui s'appelle Love et l'autre c'est... Oui. Ah oui? C'est vous qui l'avez dit? Est-ce que c'est un signe que vous étiez découragé ou c'est un signe que vous attendiez une saison difficile? Non, ça c'était avant le début de saison. C'est juste pour rigoler. En fait, c'est Valentino Rossi, le pilote de moto, qui a gagné champion du monde de 125 l'année dernière, qui est un petit peu un fou aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui m'avait donné
simplement. Donc j'ai décidé de les mettre pour rigoler, c'est tout. Mais il n'y a aucune superstition, non. Est-ce que ce que tu avais anticipé de difficile, de capricieux, de pointu sur la voiture, avant même que tu le testes sur la piste, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est aussi finalement capricieux et mauvais, entre guillemets, que ce que tu anticipais? Oui, bon là ça va quand même mieux. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les pneus et les voitures sont des voitures à piloter. Donc ce côté-là au moins a été rattrapé parce qu'on tourne sur les temps de 96 et des fois on se rapproche même des temps de 97. La grosse différence, c'est que maintenant on dépend plus de l'aérodynamisme. Ça devient plus difficile de suivre quelqu'un de près. Les zones de freinage sont pratiquement identiques à l'année dernière. C'est vrai qu'on est tous les 2 ou 3 virages en travers, mais c'est plus facile de contrôler un travers maintenant. Donc ça devient plus facile pour n'importe quel pilote de piloter et d'être rapide. Ensuite, la compétition, ça reste la compétition. Avec les slicks, au moins, la voiture était comme sur un rail, et lorsqu'on perdait un peu le contrôle, ça partait très rapidement et c'était difficile de la rattraper. Et c'est là où un bon pilote va faire une plus grosse différence par rapport à maintenant. Est-ce que tu pourrais juste résumer brièvement la comparaison à propos de la série kart, s'il te plaît? Oui. En Formule Indy, on dit toujours qu'il y a beaucoup plus de dépassements, mais bon, à part les pistes ovales, où c'est normal qu'il y ait des dépassements, sur les pistes routières, il n'y a pas tellement plus de dépassements. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a les drapeaux jaunes qui regroupent un peu tout le monde, même si je trouve que les nouvelles réglementations sur les ovales où les puits sont fermés jusqu'à ce que tout le monde se soit regroupé, ça rend la course un peu artificielle. Parce que souvent quelqu'un a 10 secondes d'avantage, il doit attendre tout le monde et après il ressort des puits 6e, donc ça rend la course artificielle, c'est un peu dommage. En fait, la seule chose qui manque, ce ne sont pas vraiment les voitures, ce sont les pistes ovales et ça serait bien qu'il y en ait quelques-uns en Formule 1. Merci. Bon, on va à l'arrière, oui. Jacques, le fait de cette année avoir un problème de compétitivité, les difficultés que tu rencontres, est-ce que ça fait en sorte que tu te sens la responsabilité d'être un peu plus un rassembleur au sein de l'écurie? C'est pas vraiment le travail direct d'un pilote, mais c'est important parce que s'il faut que la chimie fonctionne bien, il faut que tout le monde y croit. Et donc c'est un petit peu dans les mains du pilote aussi d'être là et de pousser tout le monde, d'être sûr qu'il n'y ait pas que les gens ne baissent pas les bras. Et je crois que personne dans l'équipe a baissé les bras à date. Tout le monde travaille très fort et même à Monaco où on partait 13e, tout le monde croyait qu'on pouvait faire des points. Et c'est pour ça qu'on a eu une bonne stratégie, que ça s'est bien déroulé dans les pluies cette fois-là. Donc ça c'est important de voir et tout le monde s'attendait justement à avoir des nouveautés sur la voiture et on les a finalement. Donc si ça ne fonctionne pas, là j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont baisser les bras, mais pour l'instant tout le monde se serre les coudes. Bien. Est-ce qu'on peut remettre le son de ce microphone pour une deuxième question rapidement? On a eu dans le passé des problèmes de communication entre toi au niveau des réglages. Est-ce que le message passe mieux maintenant que tu es champion du monde, que tu as fait tes preuves? Disons, il suffit d'avoir 2 mauvaises courses et ça repart comme avant, de toute façon. On ne change pas la personnalité des gens et heureusement d'ailleurs, surtout s'il y a des gens qui ont des fortes personnalités, c'est important parce que ça tient une équipe ensemble. C'est sûr que ça rend peut-être la vie plus difficile, mais ça permet aussi de s'améliorer. De toute façon, cette année, les problèmes n'étaient pas côté réglage. Il y a quelques Grands Prix comme à Imola où on avait une voiture pratiquement parfaite. Même à Monaco, pendant la course, on avait une voiture qui était pratiquement parfaite, mais ça, c'était la limite de sa compétitivité. On ne pouvait pas être plus vite. Et une fois que l'équipe a compris ça, après, il n'y avait plus de problème. Au milieu ici, M. Tremblay après. Oui. Qui a levé la main tantôt? Oui. Ah, d'accord. Le fait qu'il y ait autant de changements dans la voiture pour le week-end, est-ce que tu as des inquiétudes sur la fiabilité? Parce que finalement, elle n'a pas roulé beaucoup. Hein? Ça, c'est pas grave. Je préfère me battre pour la victoire et risquer de casser une suspension que d'être sûr de terminer la course mais de terminer 6e. Mais de toute façon, c'est Williams. Hein? C'est pas une petite écurie. En général, les études sont quand même bien faites. Alors, ton ami, évidemment, ancien agent, Craig Pollock, est maintenant à la tête d'une équipe qui va repartir sur des bases complètement nouvelles l'an prochain. Et moi, j'ajouterais peut-être ce volet-là, Jacques aussi. Est-ce que là où tu en es dans ta carrière, une aventure comme celle-là, parce que c'en est une, évidemment, ça part de zéro, ou presque, est-ce que ce serait pertinent au moment où ça en serait dans ta carrière? Ben, disons que j'ai encore beaucoup à faire en Formule 1, donc ça devient un risque quand même assez énorme. C'est une nouvelle écurie.
Donc c'est difficile de juger les cartes qu'ils ont entre les mains. Je veux pas prendre une décision qui va m'empêcher de gagner des courses. De toute façon, ce que je veux, c'est pouvoir me battre, d'être compétitif. Mais lorsque le contrat arrive en terme, il faut regarder un peu à gauche, à droite et regarder les opportunités. Il faut regarder tout ce qu'il y a comme opportunité. Et si cette équipe-là en est une, il faut la regarder pour après faire une bonne décision. Parce que ça serait bête de juste dire c'est une nouvelle équipe, c'est même pas la peine d'y penser et de se rendre compte qu'en fait elle est peut-être compétitive. Donc il faut attendre que tout le monde ait les cartes entre les mains. C'est sûr que Williams, dont j'ai couru avec eux c'est ma 3e saison avec eux, je les connais bien. Donc ce serait une équipe qui ferait toujours partie de mes choix principaux, c'est normal. Mais il faut attendre de voir quelle autre écurie voudrait m'avoir et de bien connaître combien le risque est gros avec cette équipe-là avant de prendre des décisions. Mais c'est sûr que c'est pas la direction principale vers laquelle je me pointe. Restez avec nous, on va savoir après pourquoi ses départs sont meilleurs dans le milieu du peloton que quand il est en avant. On revient rapidement. Musique Mystique présente Cool Rock. Des classiques Cool Rock. Cool Rock, 2 cassettes ou 2 CD avec vos favoris des années 80 et 90. Revivez les moments tendres avec Cool Rock. Appelez maintenant pour recevoir cette superbe collection Cool Rock. Cool Rock contient 35 méga succès, seulement 19,95 pour cassette ou 24,95 pour CD. Commandez Cool Rock maintenant. Pour commander par carte de crédit, composez sans frais 1-800-805-7984, à nouveau 1-800-805-7984 ou postez 19,95 $ américains pour les cassettes ou 24,95 $ américains pour les disques compacts, plus 5,95 $ pour frais de livraison et de manutention à l'adresse à votre écran. Jacques est devenu vedette de bande dessinée. C'est pas nécessairement facile de se préparer à un Grand Prix à Montréal. Et il va défendre Patrick Carpentier. On l'écoute immédiatement. Monsieur ici à l'avant. Oui, Jacques, pendant vos 2 premières années, vous êtes parti souvent de la première ligne et vous avez raté quelques départs. Maintenant, vous partez en milieu de grille et vous êtes devenu l'un des meilleurs au départ. Est-ce que c'est formateur, partir du milieu de grille? C'est vrai que les départs se passent mieux, mais si on part en pole position, on ne peut pas gagner de place. De toute façon. Soit on reste premier, soit on en perd. Tandis qu'en partant en milieu de grille, il y en a toujours quelques-uns autour de soi qui ratent son départ. Donc même si on fait un départ moyen, on va finir par soit rester sur sa position, soit en gagner un. Même si les départs sont les mêmes que l'année d'avant. Donc le mieux, c'est peut-être de partir dernier, comme ça on est sûr de gagner des places. C'est différent parce que là, lorsqu'on part devant, on n'a pas de point de mire. C'est difficile de se comparer avec qui que ce soit et de pouvoir juger. Tandis qu'en partant derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de soi. Et donc oui, c'est différent. Mais bon, pendant l'hiver, j'ai pas vraiment fait d'essais de départ. J'en ai fait quelques-uns, mais vu que ça se passe bien, pendant les essais, je veux pas en faire. Je veux pas en faire et je veux pas prendre de mauvaises habitudes. En fait, si vous me permettez une sous-question, dans tes 2 premières saisons, Jacques, il y a seulement 3 fois par saison où tu n'étais pas dans les 3 premiers au départ. Là, tu vis l'action du milieu de grille, comme on dit. Est-ce qu'il y a
entre guillemets, des règlements de compte que tu découvres et qui se font, parce que les caméras ne sont pas toujours là, évidemment, on ne les voit pas, nous. Est-ce que ça joue un peu plus cochon, un peu? Non, en fait, non. En fait, non. J'ai trouvé ça peut-être un peu plus propre. Mais en général, lorsqu'on est en milieu de grille, c'est qu'on a un peu de difficulté avec la voiture de toute façon, et tout le monde en milieu de grille a un peu de difficulté avec ses voitures, donc il y a d'autres problèmes. C'est juste que des fois, on tombe peut-être sur des pilotes où une Formule 1, c'est trop pour eux. Ils sont pas capables de piloter, de regarder dans les miroirs, de réfléchir à ce qui se passe autour d'eux en même temps. Oui. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup à Montréal d'un certain pilote, mais on y reviendra. On avait une question ici, complètement à la gauche, à l'arrière, M. Quentin. Salut, Jacques. J'aimerais savoir, tu dis que tu as encore beaucoup à accomplir en Formule 1. J'aimerais savoir, c'est quoi? Est-ce que tu veux battre le record de Fangio? Est-ce que c'est un nombre de championnats précis? Et j'aurais après ça une deuxième question. Mais de toute façon, tant qu'il y a un Fangio, il y a toujours quelque chose à battre. Tant qu'il y a un Prost avec un nombre incroyable de victoires, il y a quelque chose à battre. Tant qu'il y a un Senna avec un nombre incroyable de pole position, il y a quelque chose à battre. Donc, quel que soit le niveau qu'on atteint, il y a toujours quelque chose en plus à faire, tout simplement. Là, j'ai 27 ans, j'ai un championnat, j'ai encore pas mal d'années devant moi, donc il y a plein de choses à accomplir. Ça fait pas longtemps que je suis à ce niveau-là de la compétition, et ce serait dommage d'abandonner maintenant alors que j'atteins mon meilleur niveau que j'ai en pilotage, et donc je peux utiliser toute mon expérience. Merci. Et comme deuxième question, j'aimerais juste savoir, je sais que tu suis encore beaucoup la série kart. J'aimerais avoir ton évaluation de Patrick Carpentier cette année. Bon, il y a des gens qui disent qu'il prend beaucoup de temps à s'adapter. Toi, c'est peut-être aller un petit peu plus vite à ta deuxième saison. Est-ce qu'on a toujours droit d'espérer en lui? Et toi, comment tu analyses ça? Ben, la différence, c'est que moi, j'ai fait 2 années avec la même équipe. Lui, il doit se réhabituer à une autre équipe. Il rentre dans une équipe où il y a Greg Moore qui est déjà intégré depuis un petit moment, ce qui n'est pas facile. Bon, de l'extérieur, c'est toujours très, très difficile de juger. J'ai vu la course de Milwaukee, c'est un peu dommage. Je regarde la télé américaine et il a été critiqué, alors que moi, je mettrais la faute sur Andretti plutôt que sur lui, de toute façon. Mais c'est dommage parce qu'il pourrait faire une très belle course. Mais ensuite, lorsque... je ne sais pas ce qui s'est passé à Nazareth, parce que je pense qu'ils ont tous les deux ralenti. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Il y a des questions de réglage qui peuvent aller vite sur un tour et user plus les pneus. C'est impossible de juger de l'extérieur. Mais c'est pas facile. C'est pas une série facile. C'est une série quand même... il y a beaucoup c'est très compétitif. Faut se battre. Il est rapide. On l'a vu qu'il était rapide. Maintenant, il faut que ça concrétise avec les résultats en course. Si, on avait demandé du côté droit, oui. Bonjour Jacques, Jules de l'émission Bulldog Bazar. Jacques, si tu pouvais allumer la radio dans ton auto, qu'est-ce que tu écouterais pendant une course comme musique? Peut-être que chaque circuit a sa musique propre aussi. Ben, qu'est-ce que j'écouterais comme musique? Quelque chose de très doux, parce qu'il y a déjà tellement de bruit dans la voiture qu'il ne faudrait pas quelque chose qui crie, donc pas d'heavy metal par exemple. Ça serait, je pense qu'au bout de 2 virages, je me mettrais dans le mur. Donc ce serait plutôt quelque chose de calme, parce que lorsqu'on est en train de piloter, tout le monde autour de soi vit plus lentement. On est tellement concentré dans la voiture, dans la course, dans ce qui se passe autour de soi, qu'en 1 seconde, on a le temps de réfléchir à 10 fois plus de trucs que dans la vie de tous les jours. Évidemment, Jacques, tu es maintenant une vedette de bande dessinée aussi. Ceux qui lisent Auto Hebdo savent qu'on a repris Michel Vaillant, la fameuse bande dessinée de notre enfance. Et tu es maintenant une des grandes vedettes de la bande dessinée. Hey, tu as rejoint Michel Vaillant, Jacques, dans les célébrités sportives. Ça aussi, ça doit quand même faire bizarre de se revoir. Hein? C'est comique, parce que oui, quand j'étais jeune, je les lisais tout le temps. Donc c'est assez comique de se voir dans quelque chose comme ça. Oui. Jacques, est-ce que ça va être possible de suivre à peu près le même programme d'ici vendredi, le fait que tu sois à Montréal, probablement d'invitations? Est-ce que tu peux t'en tenir à peu près à la même genre de préparation, même programme? C'est un week-end plus difficile que les autres. C'est un peu semblable à Monaco. Monaco, c'est le week-end le plus difficile de l'année parce qu'il y a du monde de partout et on n'a pas la place de travailler. Ici, c'est un week-end spécial parce que je suis chez moi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus stressant, on a moins le temps de se reposer, de se relaxer. Mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que l'année dernière où j'ai dû aller sur Paris. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ajouterais que Jacques a mentionné qu'il accepterait d'être partenaire de Schumacher
mais à une condition que les deux soient considérés au même niveau et non pas comme Irvine, si vous voulez, de faire valoir. Ça, il dit que c'est inacceptable. Restez avec nous, on revient rapidement. Salut, Humain. On peut-tu commander une pizza? Oui, oui. Allô, McCain? Voici la nouvelle pizza avec croûte maison de McCain. La nouvelle pizza digne d'une pizzeria de McCain avec une croûte maison qui cuit dans votre four afin de vous procurer une croûte parfaite recouverte de plus de garniture que jamais. C'est une vraie bonne pizza. D'où elle vient? Oh, d'une petite boîte tout près d'ici. La nouvelle pizza avec croûte maison. Livraison par McCain. Le train pour Québec est retardé. Pringles. Quand on croque, on craque. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada, ne manquez pas le Rockfest Molson Dry. 26 concerts, dont Éric Lapointe, Steppenwolf, Everclear, Chuck Berry et rendez-vous à la fin Molson High Dry devant la place du Puy. Découvrez les groupes de la relève rock québécoise. Tous les concerts sont gratuits du 3 au 6 juin sous les étoiles entre Berry et de Maisonneuve. Venez vivre le Rockfest Molson Dry. Alors, vous venez d'entendre les meilleurs extraits, si vous voulez, de la conférence de Jacques Villeneuve cet après-midi. Je vous rappelle que ce soir à 21h, on a du basketball pour vous. C'est le premier match de la finale dans la NBA. Les Bulls contre le Jazz. Ça va être très, très bon, cette finale-là. Et on va vous présenter tous les matchs de cette finale au Réseau des Sports. Les Bulls, il y en a eu plein les bras avec les Pacers. Le Jazz qui attend depuis 10 jours. Et les joueurs de basketball sont habitués de jouer peut-être à tous les 2-3 jours maximum. Donc, ça peut être difficile pour le Jazz immédiatement. On dit que les Bulls sont peut-être fatigués. Ça va être à voir à 21h. Demain, on a beaucoup de choses encore pour vous. En particulier, on continue notre visite avec nos pilotes. Fisichella sera notre invité demain. Également un autre invité, un peu allemand, je pense. On va continuer notre visite chez Prost, le sprint final avant les essais libres. Et il y a une activité demain, vous le savez, Bruni Surin qui va courir contre Stéphane Roy en Formule Atlantique. Ça aussi, ça peut être extrêmement intéressant. On sera là pour vous présenter tout ça. Merci d'avoir été là. Bye-bye tout le monde et à demain. Cette émission spéciale vous a été présentée par Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût.